Messieurs les présidents de session, messieurs, mesdames les organisateurs du congrès, donc je vous remercie de m'avoir invité pour cette présentation qui n'est pas forcément un sujet facile. Bon, l'arrêt cardiaque, je connais, je pense, mais l'arrêt cardiaque dans les avions, c'est pas si évident que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature. Et donc voilà, j'ai fait un petit exercice pour vous. Et donc, je voudrais donc différencier les arrêts cardiaques qui se passent durant le vol. Et voilà, Monsieur Sotio en a déjà parlé avec une publication de 2013. J'ai trouvé un article intéressant sur la formation du personnel de cabine à la réanimation cardiopulmonaire. Ça, c'est aussi une chose intéressante. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter également avec le groupe français qui tient le registre électronique des arrêts cardiaques. Et je vais vous présenter les résultats des arrêts cardiaques de ce registre, c'est-à-dire ceux qui surviennent plutôt dans les aéroports français. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça nous concerne, tout ce qui est péri-vol aérien. Comme je trouvais que c'était un peu restrictif comme sujet, je me suis dit, les gens, bien souvent, avant de mourir, ont des symptômes, et peut-être qu'il était intéressant que nous connaissions les symptômes du périarrêt cardiaque qui concernent l'arrêt cardiaque en vol. Et enfin, comme M. Sotio l'a souligné à la fin de sa présentation, nous avons extrêmement peu d'endroits où poser les informations de manière standardisée en utilisant le même langage. Et donc, je vais vous parler du registre de l'arrêt cardiaque. Dia suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a une vieille publication, vous voyez qu'elle est du New England de 2000. Dans ce journal, il y avait deux gros articles sur, un, les arrêts cardiaques en vol, et deux, les arrêts cardiaques dans les casinos. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, je vais vous présenter celle qui concerne les vols aériens, publiée par M. Page. Donc, il y a eu dans ces années 90, 7, si j'ai bon souvenir, American Airlines, puisque c'est de cette ligne dont on va parler uniquement, qui décident de mettre dans tous leurs avions un DEA. Et donc, voilà, ils avaient de l'ordre de 2000 avions, ils ont mis 2000 DEA comme ça, off, dans les avions. Ils ont fait une formation de leur personnel navigant de cabine. Et donc, la consigne était de poser un DEA chez un voyageur dans l'avion si ce patient était soit inconscient, soit n'avait pas de pouls, soit n'avait pas de respiration. Donc, remettez-vous dans les recommandations de cette période-là. Et donc, ils ont récolté des données entre le 1er juin 97 et le 15 juillet 99. Donc, c'est une grosse compagnie aérienne. Ils ont posé durant cette période dans l'ensemble de leurs avions 200 fois le DEA, et vous voyez que 191 de ces poses étaient faites durant un vol et 9 fois dans le terminal. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont placer ce patient à 99 personnes inconscientes. Donc 49% des indications de la pose du défibrillateur, c'était des patients inconscients. 62 fois chez des gens qui avaient des douleurs thoraciques, 19 fois chez des gens dyspnéiques, et pour le reste, c'était moins fréquent avec des indications plus variables. Ok, ce qui est intéressant, non, dia précédente encore, c'est gentil. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans 69% des cas, un médecin à bord de l'avion, donc un voyageur, et ça c'est une chose importante dont on vous parlera certainement cet après-midi, qui a pu prendre en charge les manœuvres thérapeutiques durant le vol. Donc il faut savoir que dans les vols aériens, il y a très très souvent un médecin et ou une infirmière et ou un kiné présent dans le vol qui a des notions médicales et qui peut porter secours aux gens. Évidemment, ça peut être un dermatologue, ça peut être un anatomopathologiste, ça peut être un médecin. Dia suivante.
Donc cette diapositive, je l'ai prise et déjà un peu dévoilée. Donc si vous prenez les 99 personnes inconscientes, d'accord, et que vous regardez le rythme des appareils DEA, vous voyez que finalement, très peu de gens sont en fibrillation ventriculaire. Donc vous devez savoir en Belgique que dans les DEA qui sont posés au niveau dans nos ambulances, vous avez à peu près 30% de gens qui sont en fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire sans pouls. Si vous avez une perte de connaissance dans une unité coronaire, les gens sont au monito, donc vous avez 90% de fibrillation ventriculaire. Donc je veux simplement dire, le fait d'avoir un chiffre si bas signifie que les patients, les voyageurs, avant qu'on se rende compte qu'ils étaient en état critique, le voisin pensait qu'il dormait. Et M. Sautiot a relevé, ça c'était une chose importante. Et donc, quand on compare, il y a eu une comparaison entre les American Airlines et Qantas sur les arrêts cardio-respiratoires. Et donc, on s'est rendu compte dans American Airlines qu'ils avaient une plus grande performance de prise en charge de leurs arrêts cardiaques, et c'était simplement lié à la différence de vol moyen courrier, où tout le monde est réveillé durant tout le vol, et donc s'il y a quelqu'un inconscient, il ne dort pas. Tandis que Qantas, ce sont des vols australiens de très longue distance, et qu'est-ce qu'on fait? Après avoir mangé, on met les gens au dodo. Et donc, on ne fait plus la différence entre quelqu'un qui est en état de mort apparente et quelqu'un qui dort. Autre point intéressant qui est quand même, c'est que lorsque l'on regarde les chocs délivrés, vous voyez, il y en a pour des gens, on n'a pas de données valables, mais bon, ils ont délivré un choc. Donc, vous voyez quand même qu'il y a quand même 40%, 6 personnes qui vont survivre, et ça c'est quand même intéressant. Donc dans ce groupe malheureusement très petit, les fibrillations et les tachycardies ventriculaires sans pouls, vous avez une espérance de survie lorsque ça survient en vol aérien de 40%. Voilà. Dia suivante. Donc ça c'est plus récent, et on est de nouveau dans la même dynamique, alors que vous voyez que c'est une publication qui se fait 10 ans plus tard. On est toujours dans la même dynamique de cas rapportés d'usage, donc on est dans un registre probablement de la compagnie d'aviation. Et donc ici, il y a 3 compagnies US qui ont poolé leurs données, et vous voyez que durant une période de temps qui est importante, vous avez le nombre de cas rapportés d'usage de DEA. Donc c'est exactement la même philosophie que la présentation précédente. Vous avez 169 mises en place d'arrêts de DEA, mais vous n'avez que 40 arrêts cardio-respiratoires. Alors, quels sont des éléments un peu plus qui permettent d'aller un peu plus loin dans la connaissance de qui sont ces arrêts cardio-respiratoires? Vous voyez que ce sont plutôt des hommes qui ont un âge moyen de 63 ans. Et de nouveau, vous voyez que c'est un peu moins pire que dans le papier de M. Page. Brown, lui, a 25% de fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire sans pouls, le reste étant soit des asystoles, soit des activités électriques sans pouls. Dia suivante. Donc, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand vous êtes dans le groupe privilégié, vous avez 50% de survie. Mais si vous êtes dans l'autre groupe, soit asystole, soit activité électrique sans pouls, dans l'avion, votre chance de survivre à l'événement est beaucoup plus basse. Chose intéressante
qui va contredire le travail sur la formation du personnel navigant de cabine, c'est que là, on a vraiment mesuré le temps qu'il a fallu pour placer le DEA. Vous voyez, ça reste relativement court. Donc, une fois qu'on a reconnu l'événement, la mise en place du DEA est rapide. Que nous apprend également ce registre, c'est qu'on a administré des médicaments que 2 fois sur l'ensemble des événements qui sont décrits dans ce papier. Donc les médicaments sont très très peu utilisés, simplement probablement parce que les gens ne sont pas formés à cela. Pour nous, l'algorithme ALS est évident, c'est clair dans notre tête, il n'y a pas beaucoup de drogue. Mais si vous prenez un kidam médical qui soit d'une autre spécialité, il n'a pas cet algorithme en tête, il ne connaît pas le médicament, ni les posologies, ni les indications, ni les contre-indications, ni les risques, etc. Donc je pense que quand on ne sait pas, on n'emploie pas. Et par contre, de nouveau, vous voyez que des avis médicaux ont pu être posés dans ces événements, 56 fois sur 169, pour tout le groupe, ou 14 fois sur 40 dans les arrêts cardiaques, c'est-à-dire qu'il y a 1/3 de ces cas où on a posé un DEA qui ont été managés par un médecin qui se trouvait par hasard dans l'avion. Dia suivante. Donc maintenant, c'est le papier que je voulais vous présenter de Resuscitation 2008, qui s'est intéressé donc à qu'est-ce que retient le personnel de cabine. Vous savez que si vous mettez du matériel de défibrillation automatique externe dans un avion, le propriétaire en est la compagnie d'aviation et elle a un devoir. C'est comme ça dans les textes législatifs. Si vous regardez l'arrêté royal sur la défibrillation externe automatisée, on a un devoir de faire former les professionnels qui risquent de l'employer. Et donc vous avez donc le devoir de former votre personnel navigant de cabine si vous mettez des DEA dans des avions. Ça me paraît assez naturel. Et donc en fait, ils ont pris un groupe de 35 personnels navigants de cabine, PNC, et ils ont formé et fait des rappels et appris l'utilisation du pocket mask. Et puis ils ont regardé qu'est-ce qu'ils avaient retenu de leur formation après 12 mois. Dia suivante. Donc ils se sont rendus compte que quasiment tous utilisaient mal le pocket mask, qu'il y avait une mauvaise position des mains sur le thorax dans à peu près 1 cas sur 2. Par contre, dans 2/3 des cas, ou un peu moins que 2/3 des cas, ils avaient correctement placé les électrodes et que le premier choc avait été administré dans le scénario tardivement. Donc si j'essaye d'interpréter ça c'est très embêtant, parce que comme vous avez vu que vous avez 14% dans une étude de fibrillation ventriculaire ou 25% de fibrillation ventriculaire dans les autres arrêts cardio-respiratoires, ou si vous êtes dans le péri-arrêt cardiaque, donc dans une maladie qui va entraîner secondairement l'arrêt cardiaque, et comme M. Sotio vous l'a très bien montré par l'équation des gaz alvéolaires, on a besoin d'oxygène, donc je pense que mettre l'accent tonique sur une ventilation appropriée me paraît importante. Ça, c'est une chose. Concernant ce délai-là, donc vous avez vu que dans le papier précédent, ils étaient parvenus à poser le DEA en 19 secondes. Il faut savoir que lorsque le DEA se met en route, il va lui-même faire une analyse automatique. J'imagine que si on est dans des vols aérien, vous avez normalement besoin que la victime ne bouge pas. Donc il pourrait y avoir un petit problème de détection de mouvement qui pourrait retarder l'analyse du DEA.
Mais en général, quand vous avez l'habitude de regarder des tracés de défibrillateurs externes automatisés, ce qu'on fait extrêmement souvent, on se rend compte que ce n'est pas tellement à ce stade-là qu'on perd du temps. Et ça, c'est un temps qui prend à peu près, j'analyse 10 secondes, je me charge 4-5 secondes, donc 15 secondes. Donc on avait mis 19 plus 15 secondes, on est à 30 secondes. Ici, on est à 119 secondes, donc il y a encore 90 secondes à trouver. Et là, c'est les gens, quand l'appareil invite à appuyer sur le bouton pour délivrer le choc, qu'il y a un problème décisionnel de la part de celui qui doit appuyer, alors que la sensibilité et la spécificité d'utilisation de ce matériel est proche de 100%. Donc, voilà comment j'interprète ce délai éventuellement long. Donc, en conclusion, le groupe qui a publié ce papier dit qu'ils ont un bon bagage théorique, mais il y a un manque de confiance en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur métier. C'est pas leur métier, et donc ils sont dans un stress majeur quand ils doivent faire cela. Voilà. Maintenant, je voudrais sortir de ce qui est proprement l'avion pour me rapporter à ce qui se passe dans les aérogares. Et donc, j'ai demandé à Hervé Hubert, qui est le patron de REAC en France, qui est le registre électronique des arrêts cardio-respiratoires français. Il rentre dans ce registre actuellement 2000 arrêts cardiaques par mois. Donc, ils le font maintenant en routine depuis 2 à 3 ans, donc il y a eu la mise en route. Ils ont à peu près 250 SMUR sur 300 SMUR français qui rentrent leurs données dans ce registre. Et donc, c'est un vrai registre de l'arrêt cardiaque fait par des vrais docteurs, urgentistes, anesthésistes, réanimateurs. En l'occurrence, c'est Pierre-Yves Guignot qui a quand même publié sur adrénalinodose et sur adrénaline vasopressine dans le New England en 98 et en 2008. Et donc, ils ont créé un vrai registre. Alors, qu'est-ce que ce registre nous apporte? Je lui ai écrit un petit mail et j'ai dit, Hervé, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer, s'il te plaît, tes données aéroport de REAC? Et 2 jours après, il m'envoie les données. Et donc, sur ce registre, dont la durée de vie est de 2 à 3 ans, il m'a sorti 76 arrêts cardio-respiratoires dans des aéroports français. Donc, j'insiste, on n'est pas durant le vol ici, on est vraiment dans l'aéroport. Il a pu récolter des arrêts cardiaques dans 21 aéroports français, mais vous voyez que 33 de ces arrêts cardiaques, c'est-à-dire 43% de ces données, proviennent de Roissy-Charles de Gaulle, et que 9 arrêts cardiaques, 12% proviennent d'Orly. Donc vous voyez que déjà on est à plus de 50% des événements sur 2 aéroports français à très haut débit. Maintenant, on est dans le registre de l'arrêt cardiaque, on va pouvoir vraiment savoir qui sont ces gens. Parce que ici, on doit le noter de manière systématique. Donc voilà, ça confirme ce que les Américains ont déjà vu, 64 ans. Avec des présentations, ici ce ne sont pas des X moyens, mais des médianes. Et donc vous avez l'interquartile 25 et 75%, donc c'est 64 ans, à 25%, 53 ans, à 75%, 71 ans. Plus d'hommes qu'on ne pense dans l'aérogare. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez donc des étiologies médicales plus que traumatiques. Bon, ça me semble logique, mais ils n'ont pas été plus loin dans le démembrement pour savoir si c'était plus cardiologique, etc. Très intéressant, dans un aérogare, vous faites votre arrêt cardiaque 8 fois et demi sur 10 devant un témoin et 1 fois sur 10 devant un sapeur-pompier. Ça veut dire simplement qu'ici on était dans un périarrêt cardiaque et que quand le pompier est arrivé sur place, le périarrêt cardiaque s'est transformé en arrêt cardiaque. Le délai d'arrivée des secours lorsque l'on les a sollicités après la reconnaissance de l'événement est de 5 minutes et le délai d'arrivée du SMUR est de 20 minutes. C'est des choses qui sont assez superposables à ce qu'on voit en Belgique. Nos ambulances premiers secours arrivent plus vite que nos SMUR sur place. Dia suivante.
Ce qui est très intéressant et qui est un chiffre qui devrait être à 100%, c'est-à-dire que les témoins de l'arrêt cardiaque massent la victime avant l'arrivée des secours. Et on sait que c'est un déterminant essentiel de survie. Et donc ça, c'est quand même rassurant de voir que dans l'aéroport, vous avez une plus grande chance, 2 fois plus de chances d'être massé que dans un lieu public. Vous savez qu'en moyenne, le pourcentage de massage dans les bases de données classiques en Belgique, c'est 30% des arrêts cardiaques sont massés. 80% sont reconnus, 30% sont massés précocement par un témoin. Et donc, on ne peut pas dire ça dans les aéroports. Et c'est un chiffre très important. Si vous allez au Danemark, 60 à 70% des arrêts cardiaques tout venant dans toute la population, 70% contre 30% en Belgique, sont massés par le témoin sur place. Ok. Ce qui est aussi très rassurant, c'est que dans un cas sur 2, avant l'arrivée du premier secours, le témoin a mis un DEA grand public en place. Donc ça, c'est fantastique, c'est-à-dire que les gens commencent à reconnaître l'arrêt cardiaque, commencent à masser, mais c'est un lieu privilégié, et une fois sur 2, mettent un défibrillateur externe automatique. Et vous avez vu qu'ils ont défibrillé eux-mêmes 16 fois avant l'arrivée des secours. Les secours ont mis des DEA dans 66%, mais 66% plus 51%, ça fait 100%. C'est-à-dire qu'il y a eu probablement des mismatchs pour des cas. Alors donc, ce qui est très important, c'est de nouveau le premier rythme rencontré, mais cette fois-ci dans l'aérogare. Et ça, c'est très désespérant pour moi. C'est que ceci est vraiment trop bas. La fibrillation tachycardie ventriculaire est vraiment trop basse. Et pour moi, ça signifie quand même qu'il y a eu d'avoir beaucoup de temps qui s'est déroulé avant que les gens ne se rendent compte qu'ils sont devant un arrêt cardio-respiratoire et réagissent, appellent les secours, mettent un défibrillateur. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément à faire dans ce domaine. Dia suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire la durée de... Donc le SMUR a réanimé 9 fois sur 10. Il a réanimé en moyenne, en médiane, 26 minutes. Vous avez eu un retour d'une activité circulatoire systémique qui définisse dans REAC de plus d'1 minute chez 26 personnes sur 76. 27 personnes 36% ont été transportées vers l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir une personne qui devait être massée mécaniquement au moins. Et en fait, vous voyez qu'il y a 3 personnes qui étaient transportées alors qu'il devait y avoir soit un Lucas, soit une planche à masser de Zoll. 25 ont été admis à l'hôpital. Ça, c'est un peu étrange pour moi parce que si j'en transporte 27, j'aimerais bien en voir venir 25 à l'hôpital. Mais voilà, je vous délivre les chiffres du registre, dont 2 étaient arrivés à l'hôpital encore per massage. Donc voilà, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire avec le transport des arrêts cardio-respiratoires per massage pour aller au laboratoire en coronarographie, mais vous voyez que ça n'est pas encore une réalité. Et donc, de ces 27 ou 25 personnes, vous voyez qu'il y en a 9 qui vont sortir de réa. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a quand même 7 de ces 9 qui vont survivre, qui sont CPC 1. CPC 1, ça veut dire qu'ils retrouvent une vie normale, ils sont autonomes, ils peuvent reprendre leur travail et avoir une vie sociale. Donc ça veut dire que le système de secours mis en place en général ou dans l'aéroport en particulier ne fabrique pas des plantes vertes. C'était une des angoisses de toutes ces actions qu'on menait. Dia suivante. Je change de registre et donc pour un petit peu élargir, je me suis dit que quand on était... il y a peu d'arrêts cardiaques qui sont brutaux, spontanés, dans un ciel serein. Il y a souvent des signes annonciateurs. Je me suis dit, tiens, je vais avoir des urgentistes devant moi. Tiens, ils connaissent tous le ABCDE. Tiens, ils connaissent tous le E, donc ils connaissent les 4H et les 4T. On est d'accord ? OK. Et donc je me suis amusé à reprendre les 4H. Et je vois, on ne s'est pas concerté avec M. Sotio, c'est qu'il a vraiment mis l'accent tonique
sur l'équation des gaz alvéolaires, la pression barométrique, et donc finalement, vous avez une pression barométrique qui va diminuer, et vous avez une pression partielle en humidité, en eau, en humidité, qui va également diminuer, mais dans des proportions beaucoup moins importantes, ce qui veut dire que ce déterminant-ci va diminuer très fort. Donc c'est évidemment une manière très originale de diminuer la PO2 artérielle, mais c'est simplement de diminuer la PO2 alvéolaire. Un autre déterminant important est le débit cardiaque, parce que finalement que la PO2 alvéolaire diminue, ça ne me dérange pas si j'ai un très bon cœur, mais si vous avez un pas bon poumon et un pas bon cœur, d'accord, vous pouvez avoir un problème. Et alors, en écoutant M. Sotio, je me suis dit, tiens, merde, il y a encore un déterminant que j'ai oublié. Eh bien, je serais très intéressé de connaître l'hémoglobine moyenne des voyageurs dans des avions. Je suis effrayé de voir dans ma salle d'urgence le nombre de gens qui vivent normalement avec une hémoglobine à 9, des fois à 5. Les drépanocytaires vivent de plus en plus, ils voyagent, ils ont des fois des hémoglobines effroyablement basses. Donc il y a un déterminant qu'on a oublié, qu'il ne faut pas négliger, c'est le taux d'hémoglobine naturel des gens. Ok, hypovolémie, l'hypovolémie, on a bien souligné l'aspect déshydratant de l'avion. Donc si vous êtes dans un vol au long cours, vous êtes dans une ambiance où il y a 20% d'humidité. Ici, je pense que c'est même plus que 50%. Je vivais avec la notion que quand on était à l'équateur, c'était quasiment 100% d'humidité. Mais ici, dans nos contrées, on est à 80% d'humidité. Donc, quand vous passez de 80% d'humidité à 20% d'humidité, on dit toujours aux voyageurs, buvez bien. Ne buvez pas d'alcool parce que l'alcool a un effet de déshydratation. Donc, vous pourriez avoir des problèmes. Hypothermie, il fait bien froid dans les avions, mais bon, je ne pense pas que ce soit un problème spécifique de l'avion. Et hyperkaliémie, troubles ioniques et métaboliques, ce sont en principe des éléments connus préalablement au moment de monter dans l'avion. Dia suivante. Et pour les 4 T, on revient sur cette notion de thrombose, donc phlébite, embolie pulmonaire, embolie paradoxale. Et il y a des articles qui vous disent que dans les vols long courriers qu'on détermine plus de 5 heures, plus de 5000 km, le risque de maladie thromboembolique, donc veineuse, est plus important. Attention, ne négligez pas l'infarctus aigu du myocarde, et là, vous l'avez très bien vu dans les recommandations qu'a présenté M. Sotio, c'est que vous avez tous les problèmes d'hypoxie, la notion de stress, la notion d'effort qui peuvent influencer. Et donc, il a très bien relevé aussi la problématique des pneumothorax sous tension, donc les maladies préexistantes. Et donc, je voudrais, parce que je l'ai vécu personnellement quand j'étais jeune étudiant, Brel, quand on a fait le diagnostic de son cancer du poumon, ça c'est le facteur déclenchant, ça a été un vol en avion, petit avion, donc il est monté peut-être à 2 ou 1000 mètres, mais enfin il était dans les conditions. Et donc il a fait un pneumothorax. Donc Brel a fait un pneumothorax, est arrivé à l'hôpital, on a traité son pneumothorax, on a trouvé son cancer du poumon. Et donc, c'est une problématique vraiment non négligeable, ces problèmes d'emphysème. Tamponnade cardiaque, je ne crois que ce n'est pas relevant. Donc, thrombose, et tout ce qui est pneumothorax, les variations de pression qu'on vous a expliqué très bien dans l'exposé précédent. Donc, des particularités d'un avion. Je me suis dit, tiens, j'ai un événement majeur dans l'avion. Il y a donc des cas d'urgence où il faut définir des règles pour quand on décide de faire atterrir un avion. Il faut savoir que ça coûte énormément d'argent de faire atterrir un avion et de faire décoller un avion, surtout si ce n'est pas programmé. Il y a toute la problématique de la téléassistance médicale. Avec Ebola, pour le moment, on est assez bien occupé avec Bruxelles Airlines de savoir comment on doit préparer notre service pour accueillir les cas probables. Et donc, j'ai été fort étonné qu'on me réponde que ce n'était qu'à peu près 20 minutes avant l'atterrissage
que l'avion pouvait rentrer en contact avec la tour de contrôle et nous prévenir que nous devons peut-être commencer à préparer notre service. Vous savez que si nous devons vider un service de réanimation pour accueillir un patient, il nous faut bien 4 heures pour le vider. Et donc, j'étais étonné de voir ce que voulait signifier le téléassistance médicale. Et si quelqu'un, expert, pouvait nous expliquer la complexité de ce mot et de la langue et des algorithmes utilisés, je serais très, très intéressé. Donc, je rappelle la présence-fréquence dans l'avion d'un personnel médical compétent. Autre chose que j'ai pu discuter avec Sabena à l'époque, parce que nous avions formé le personnel navigant de cabine dans les années 90, c'était la problématique de où est-ce qu'on met le patient en arrêt cardiaque. Est-ce qu'on le met dans le couloir central? Est-ce qu'on le met dans l'endroit où ils préparent leur repas? Dans les grands avions, on a un peu plus d'espace, mais on a une exiguïté majeure pour travailler dans un avion et faire une réanimation cardio-pulmonaire standard, alors que nous avons besoin d'espace. Autre chose, c'est que vous avez des cadavres, si un décès, qui le déclare, dans quel pays est-on, où le mettons pendant le vol, sont des tas de choses intéressantes qu'il faudrait pouvoir discuter. Dia suivante. Nécessité d'un registre, dia suivante. Très rapidement, en Belgique, le seul registre qu'on ait est le registre SMUREG. Et le registre SMUREG est parvenu par recoupement parce qu'il n'y a pas une rubrique où on peut noter arrêt cardio-respiratoire. Et par recoupement, via l'ICD 10 ou 9 qui était utilisé, on pouvait déterminer les arrêts cardio-respiratoires. Au-delà de ça, on était incapable de dire le premier rythme, de dire des tas de choses importantes pour l'arrêt cardio-respiratoire. Par contre, la Belgique est réputée pour sa connaissance et ses études menées sur les arrêts cardio-respiratoires. Et ça s'est fait sur des initiatives personnelles. Dans les années 80, le CPCR Study Group qui était concentré autour d'Arsène Mully à Bruges. Pendant les années 90, autour de moi, on a fait le registre des DEA parce qu'on a implémenté les DEA en Belgique à partir de 89. Et depuis 96, le SMUREG, où l'encodage est obligatoire, mais il y a une grande pauvreté des données. Dia suivante. Donc, autre chose, c'est que les docteurs qui s'occupaient d'arrêt cardiaque avant 1990 avaient leur définition personnelle de chaque mot de l'arrêt cardiaque. Et donc, à partir de 92, et à plusieurs reprises, on a mis au point le dictionnaire des termes qu'on utilise quand on parle d'un arrêt cardio-respiratoire. Et actuellement, il y a un nouveau dictionnaire qui vient de sortir et donc qui change un tout petit peu la manière de parler de l'arrêt cardio-respiratoire. Donc ceux qui sont intéressés doivent en tenir compte. Et donc, on a mis l'accent tonique sur tout ce qui se passe en préhospitalier, en hospitalier, le devenir neurologique. Mais ici, on a énormément de vie à gagner parce que c'est là que le bas blesse dans toutes les prises en charge d'arrêt cardio-respiratoire dans le monde. Dia suivante. Donc, mieux comprendre l'arrêt cardio-respiratoire avec un registre, pouvoir se comparer à soi-même et aux collègues qui travaillent dans les autres hôpitaux dans le pays. Élaborer des prises en charge standardisées locales en Belgique pour les arrêts cardiaques et finalement, c'est ça le plus important, améliorer la survie des patients qu'on a en charge. Donc voilà, on a travaillé et donc nous avons un registre qui a été fait, qui est là et qui est à disposition, qu'on va essayer de développer. Et il faut savoir qu'à Charleroi, et au Grand Hôpital, j'ai eu des contacts avec M. Lévy et son équipe pour pouvoir l'implémenter. Malheureusement, le comité d'éthique, la lenteur, etc. n'a pas permis de rentrer des cas à Charleroi. Mais durant le mois d'octobre, nous avons participé au premier registre européen international de l'arrêt cardiaque. Et la Belgique a rempli son contrat parce qu'elle s'était engagée à enregistrer 100 arrêts cardio-respiratoires de manière prospective. Et donc en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, on a rempli ce contrat. Mais je vous présenterai ça à la BCDIM plus en détail. Et je vais m'arrêter ici. Merci.